Bonjour, Monsieur Maltais. Bonjour, Madame Auger. Oui, alors, il y a eu beaucoup de réactions par rapport aux coupes qui ont eu lieu à l'usine de Grande-Bay de la part de Rio Tinto. Qu'est-ce que vous pensez de cette grogne-là populaire? Je pense qu'elle est justifiée. En fait, ce que je trouve intéressant dans le débat à l'heure actuelle, c'est que la classe politique est en train de reprendre un petit peu les mêmes thèmes que j'amenais moi-même sur la place publique en 2011-2012, à l'effet que c'est pas un bon partenaire un bon partenaire commercial Rio Tinto. Donc, la classe politique, puis d'ailleurs, je salue le courage aussi des politiciens qui se sont insurgés, on peut dire, contre cette annonce-là des 103 postes qui devraient être coupés. Donc, en ce qui me concerne, je suis un petit peu divisé par rapport à de la satisfaction parce que, bon, il y a eu une évolution dans le débat, mais j'ai beaucoup de colère, effectivement, parce que ça a pris quand même assez du temps là. Puis je pense qu'on a vécu une succession de coupures puis de difficultés qui sont injustifiées, selon moi, dans le cadre du marché de l'aluminium, qui n'est pas, vraiment pas aussi grave que veut faire croire Rio Tinto. Puis, est-ce que les syndicats devraient se regrouper avec les élus pour défendre les intérêts des travailleurs? La main tendue, je vous dirais qu'en ce qui me concerne, puis d'ailleurs, j'ai travaillé avec plusieurs présidents de sections locales, d'établir des liens avec la classe politique avec lesquels on a d'excellentes discussions. Maintenant, même avec M. Couillard, ce qui est difficile, c'est qu'on a un bon accueil, on a des bonnes discussions, mais de la parole aux actes, on se rend compte qu'il y a un écart quand même immense. Puis, qu'est-ce que vous pensez de son mutisme? Je dirais que c'est aussi inquiétant que révoltant. En plus d'être premier ministre, M. Couillard est quand même le ministre délégué de la région. Donc, c'est le seul à peu près qu'on n'a pas entendu à l'heure actuelle. Puis, je pense que comme communauté, on a intérêt justement à dire, bon, s'il y a des difficultés, effectivement, de peut-être amener certains assouplissements. Ça, je peux comprendre ça, mais ça a toujours une limite aussi. Je pense qu'il faut que la région, puis l'ensemble du Québec, parce que dans le fond, le fait que l'énergie qui est produite par eux autres aurait pu être nationalisée, c'est l'ensemble des Québécois qui payent pour ça. Je regarde à l'heure actuelle, au moment où on a d'énormes surplus, Rio Tinto a fait une réclamation de 26 millions de dollars pour l'hydroélectricité. Au moment du lockout en 2012, j'aimerais ça le rappeler, le gouvernement du Québec achetait alors qu'il était en surplus pour 148 millions de dollars d'hydroélectricité qu'il n'avait pas besoin. Donc, je pense que les Québécois font d'énormes sacrifices en échange de jobs. Puis là, bon, c'est le deuxième aspect de ces ententes-là qui n'est pas respecté. D'ailleurs, c'est ce qui a été soulevé lors du pacte social sur l'aluminium qui s'est passé à l'UQAC très récemment, qui a été piloté par le chercheur émérite, M. Marc Urbain-Proulx. Puis, est-ce que vous pensez que nationaliser l'aluminium, ça serait viable, ça? L'industrie de l'aluminium est extrêmement viable. Maintenant, on a fait un choix il y a plusieurs décennies de dire, bon, l'entreprise privée va se charger de ça. Mais il arrive un moment où l'heure des bilans arrive. Puis là, le bilan, je pense qu'effectivement, on réalise qu'on n'a pas pour notre argent. Donc, moi, je me dis, tant qu'à vivre sous la menace, tant qu'à vivre sous le joug d'une compagnie multinationale qui n'a aucun intérêt de développement régional, on a vu ce qui s'est passé avec entre autres au niveau de la production d'aluminium brut, mais aussi par rapport à tout ce qui était de transformation, ça a tout été annihilé ça, dans la région. Donc, c'est une industrie qui est très viable. Maintenant, si l'équation n'est pas favorable pour nous autres, bien, pourquoi pas en prendre les rênes nous autres mêmes? D'abord, l'expertise, il faut se le rappeler, nous sommes les champions de la production d'aluminium. On a toute l'expertise ici, on a les ressources ici, puis on a les gens. Maintenant, il manque une volonté, malheureusement. Mais cela dit, la première solution, je pense qu'il sera envisagée, c'est de s'assurer du respect des ententes qu'on a avec Rio Tinto. Ce n'est pas le premier choix, la nationalisation, mais si le bilan est négatif, bien là, je pense qu'on sera peut-être dû pour prendre des décisions collectives qui sont dans un autre sens. Puis, qu'est-ce que vous pensez de la création d'un forum régional de l'aluminium, comme l'a proposé Mme Néron de l'ERD? Je pense que c'est très intéressant. D'ailleurs, ça ferait une suite logique au pacte social sur l'aluminium. C'est d'ailleurs une discussion qu'on avait eue à l'époque de créer cette table-là. Parce qu'on se rend bien compte aussi avec les politiques néolibérales qui sont amenées par le Parti libéral du Québec, qui, dans le fond, ils ne sont pas libéraux, c'est des conservateurs. C'est le démantèlement de ces structures-là de concertation. Il y a une disparition, là. Donc, la conséquence, c'est qu'on n'a plus de voix régionale. Maintenant, faut trouver des leviers. Puis on cherchait lors de ce forum-là des façons de vouloir parler avec la compagnie, mais on tire la conclusion que si on n'a pas de communication avec eux autres, c'est qu'ils n'en veulent pas, parce que ça existait ça, avant ça, un dialogue social avec eux autres, en tout cas, du moment d'Alcan, du moins. Là. Puis, vous avez parlé de génocide, de crimes de guerre qui Oui, auraient été commis par Rio Tinto Alcan ce oui, matin à la radio. oui. Qu'est-ce que vous vouliez dire plus précisément par rapport à ça? C'est factuel. D'ailleurs, je vous invite à aller sur Internet, faites une recherche Rio Tinto, crimes contre l'humanité, puis ils sont effectivement poursuivis pour crimes de guerre et génocide. J'ai moi-même rencontré à 2 reprises le roi de Papouasie-Nouvelle-Guinée dans le cadre de la tournée mondiale que l'on avait faite dans la campagne corporative lors du lockout de 2012. Une guerre civile qui a créé entre 10 000 et 15 000 morts. Donc, une compagnie qui était un génocide qui a été
En tout cas, les accusations vont à l'effet que c'est Rio Tinto qui a financé des mercenaires venant de d'autres pays. Le roi de Papouasie de Nouvelle-Guinée me racontait que les hélicoptères de mercenaires sont atterris dans le village où il y avait une guerre. On craquait les mitraillettes et on dit aux grévistes, ceux qui veulent faire la grève, restez là. Les autres, courez. Les suites de ça, c'est qu'il y a eu, comme je le disais tout à l'heure, 10 à 15 000 morts. Donc, s'il y a des gens qui pensent que cette compagnie-là est un bon partenaire corporatif, un bon partenaire, un bon citoyen corporatif, faut aller. Les sources d'information sont là. Donc, je me souviens en 2012, les gens disaient que j'exagérais, mais je ne peux pas inventer. J'ai d'ailleurs vu des films de torture, des prêtres. Je vous dirais que c'est aussi odieux qu'on peut l'imaginer. J'ai rencontré ce roi-là, entre autres, par le biais d'Amnesty International. On avait dans le cadre de cette campagne-là, justement, on voulait solliciter le gouvernement britannique au moment des Jeux olympiques de Londres, donc, parce qu'on associait les mauvais comportements de la compagnie à une image très négative pour le gouvernement britannique qui avait comme partenaire Rio Tinto pour les médailles. D'accord. Je vous remercie, M. Maltais. C'est un plaisir, Mme Auger.